Asseyez-vous si vous voulez bien, je vais vous présenter tous les trois. Vous allez intervenir les uns et les autres. Depuis le début du colloque, vous avez tous insisté sur le fait qu'on est dans une description des faits, de la situation, des difficultés, des actions que mènent les associations, tout ce que vous réalisez pour ceux qui sont à l'action ici, bien entendu. Et l'expression de colère tout à l'heure, c'était une façon de dire, et les solutions. On est déjà entré dans l'après-midi, évidemment, sur cette problématique. Tout le monde, depuis le début, évoque les éventuelles solutions, mais on va se pencher un peu plus là, à travers notamment les propositions des deux grandes associations qui sont représentées ici par leurs présidentes respectives, d'évoquer cette question des solutions. Et puis Claude Roméo, bien sûr, reviendra avec son expérience de directeur en France Famille du département de la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui directeur honoraire. Je vous présente donc les trois intervenants de cette dernière table ronde. Donc ancienne ministre, je le disais, de l'Éducation nationale sous François Hollande et auparavant ministre des Droits des Femmes. Vous êtes directrice de France de ONE, une ONG, Najat, qui lutte contre la pauvreté, la maladie, l'exclusion. Et vous êtes ici escalité comme présidente de France Terre d'Asile. Adeline Hazan, à vos côtés, on vous connaît comme magistrate de formation. Vous êtes donc une femme de droit, ancienne contrôleure générale des lieux de privation et de liberté jusqu'en 2017-2020, exactement, je crois. Et vous êtes donc ici escalité comme présidente d'UNICEF France. Les unes et les autres, vous avez, avec d'autres associations, produit des rapports sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, je précise, Claude Roméo, je le rappelle à ceux dans la salle qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes expert de ces questions qui touchent aux mineurs étrangers. Vous avez été directeur de la protection des mineurs isolés étrangers et vous êtes directeur départemental honoraire pour la Seine-Saint-Denis, enfance, famille. Alors, peut-être, Najat, si vous voulez bien rejoindre le pupitre pour une première intervention. Et puis on essaiera d'élargir peut-être à des questions d'actualité, parce que tout à l'heure, l'avocate évoquait Mayotte. Adeline Hazan voulait en parler, elle en dira un mot. Mais il y a le projet Darmanin aussi. Et puis, Claude Roméo l'évoquait dans un échange de mails avec les organisateurs de ce colloque. Il y a l'interpellation, il y a 2 jours, par le président Sauvadet, le président des départements de France, avec le président des Alpes-Maritimes, Ginesy, son collègue, lui il est président de la Côte d'Or, du gouvernement sur le fait que l'ASE, aujourd'hui, n'a plus d'argent, dit-il. En tout cas, le système va exploser. Notamment, explique-t-il dans un communiqué, pour les problématiques qui sont liées précisément à l'accueil des mineurs non accompagnés. Alors, j'entre pas dans le débat, mais Claude Roméo, évidemment, est intervenu, enfin réagit de manière un peu en disant que choqué. On pourrait, le cas échéant, avoir vos réactions aussi sur ce qui figure évidemment dans le contexte du sujet que nous traitons aujourd'hui. Pour commencer, peut-être votre vision de la situation des jeunes étrangers et la question de l'examen de minorité, notamment la vision qu'en a France Terre d'Asile. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation et pour cette journée vraiment exceptionnelle. Si vous voulez, je commencerai par rajouter quelque chose à votre contexte, parce qu'il y a aussi ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Je suppose que ça a dû être... J'aurais pu le citer, ouais. Oui. Donc on est quand même dans un moment où ces questions-là sont provoquent pour le moins un débat public de piètre qualité et une absence de protection provenant des pouvoirs publics et de ceux qui devraient la fournir, qui est extrêmement préoccupante. Voilà, je dirais simplement cela, et ça a un impact très concret sur, y compris, le regard que l'on porte sur cette question des mineurs isolés étrangers. Ça a été dit par un de mes prédécesseurs à ce micro tout à l'heure, on a su accueillir 100 000 Ukrainiens, tout de même. On a su le faire, on a su scolariser les enfants, on a su éviter que le moindre d'entre elles ou d'entre eux dorme une seule nuit à la rue. Donc, a priori, quand même, on sait faire. Donc, tout est une question de volonté politique. Peut-être le regard qu'on porte, nous, chez France Terre d'Asile, pour ne pas être trop longue sur cette question des mineurs isolés étrangers, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler quelques chiffres ou tout ça a déjà été vu depuis... T'es pas mal vu depuis ce matin, mais en même temps, on est dans l'action. Donc si vous considérez qu'il y a des chiffres... Comme vous avez évoqué l'ASE et donc l'alerte du président Sauvadet, rappelez que les mineurs isolés étrangers, aujourd'hui, dans la prise en charge de l'ASE, ils représentent 15%. Voilà, c'était juste pour qu'on l'ait bien en tête.
Mais pour répondre directement à votre question, comment est-ce que quand un enfant, un jeune arrive sur le territoire français et qu'il correspond à 3 caractéristiques qui font de lui a priori un mineur isolé étranger, c'est-à-dire l'âge, l'isolement, le fait de n'être pas accompagné de ses parents, et l'extranéité, le fait d'être étranger. Donc lorsque un jeune individu arrive sur le territoire français et qu'il demande donc à se faire reconnaître comme mineur, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui comme technique pour déterminer cette minorité? Donc rentrons un tout petit peu dans ces détails-là parce que les choses ont évolué avec le temps. Donc disons qu'aujourd'hui, il y a 3 méthodes pour déterminer cette minorité. Il y a l'évaluation sociale, c'est celle qui se pratique systématiquement et qui en effet est réalisée par exemple chez nous par France Terre d'Asile. J'y reviendrai dans un instant. Il y a 2 techniques qui sont plus problématiques qu'autrefois on a utilisées et qui aujourd'hui sont plutôt du dernier recours en guise d'expertise complémentaire demandée par la justice, que sont d'une part la détermination de l'âge osseux. Et vous vous souvenez pourquoi c'est compliqué, parce que c'est une procédure invasive, très critiquable, parce que au fond c'est aussi un détournement de l'outil médical à des fins de contrôle et qu'en plus c'est même pas fiable, il y a une énorme marge d'erreur. Donc disons que ça a reculé de plus en plus, mais ça continue d'exister. Encore une fois, la justice peut le demander comme expertise complémentaire. Et puis, l'autre chose que la justice peut demander comme expertise complémentaire, c'est la vérification de l'authenticité des documents d'état civil. Et là aussi, c'est assez critiqué parce que c'est une remise en cause finalement quasi systématique de l'authenticité des documents qui sont présentés par les jeunes. À cela, il faut rajouter ce qui est dans notre droit maintenant depuis 2018, c'est-à-dire la mise en place du fichier AEM, qui est un fichier, en gros, qui va, retenir l'information de ce qui s'est passé pour tous les jeunes qui ont fait cette demande de minorité dans un département pour éviter, selon les pouvoirs publics, qu'il y ait un doublonnement, qu'on passe d'un département à un autre, etc., pour le demander à nouveau. Et le problème, c'est que l'État conditionne le financement de l'évaluation sociale de minorité que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle je reviendrai, qui est réalisée par les associations, au fait que les jeunes qui vont être ainsi évalués se sont bien prêtés au dépôt de leurs empreintes dans ce fichier AEM, alors même que là aussi on est sur un outil qui est extrêmement critiquable, extrêmement problématique en termes de liberté publique notamment. On y reviendra peut-être. Bref, donc pour revenir à ce que c'est que l'évaluation sociale, qui est donc celle qui est systématique, comment ça se passe concrètement? On a un intervenant social qui est formé à cet exercice, qui a une trame pour interroger le jeune pendant généralement 1h30. Et l'objectif de cet entretien, c'est de recueillir un faisceau d'indices, tout simplement, qui va permettre d'estimer si l'âge qui est annoncé par le jeune concorde avec son récit de vie. Tout simplement. C'est une méthode de détermination de l'âge qui existe depuis 2011 maintenant, mais qui a beaucoup évolué pour devenir de plus en plus sécurisante et égalitaire, en gros. Donc aujourd'hui, elle est balisée par un cadre légal qui est très strict, avec notamment le fait qu'on n'interroge pas tout de suite le jeune dès qu'il arrive sur le territoire. Il faut qu'il y ait quand même un temps de répit systématique pour qu'il reprenne son souffle. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas rappelé parce que ça a été beaucoup dit, mais on parle quand même de jeunes qui ont connu une traversée, qui a été une traversée traumatisante pour beaucoup d'entre eux. D'abord une fuite du pays dont ils sont partis et puis une traversée traumatisante. Donc aujourd'hui, c'est balisé par le fait qu'il y a un moment de répit systématique en amont de l'entretien. Et que ce répit, il doit aussi passer par une mise à l'abri du jeune, avec une réponse à ses besoins fondamentaux, tout simplement. Une première évaluation aussi en santé, de sa santé, pour vérifier s'il va bien sur ce plan-là. Et puis, l'évaluation sociale, l'entretien dont je suis en train de parler, là, il se fait en présence d'un interprète s'il y en a besoin. Donc, on ne laisse pas le jeune avec ses problématiques de langue, évidemment.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand cet entretien social est terminé? Eh bien, l'intervenant social, enfin, il y a toujours un double regard, hein, l'intervenant social, et puis c'est relu ensuite par un cadre chez nous. L'intervenant social va rendre un avis motivé, argumenté, sous forme d'un rapport d'évaluation qu'il va envoyer au conseil départemental, puisque c'est le conseil départemental qui a la décision d'accorder la minorité ou pas. Vous avez dit chez nous, il faut bien rappeler à ceux qui ne l'auraient pas intégré que c'est la procédure que vous appliquez à France Terre d'Asile, puisque vous allez, vous, à cette détermination, vous appliquez cette règle de détermination. Oui, alors c'est une très bonne question. Entrons dans le vif du sujet, parce que je sais qu'y compris au sein du tissu associatif, tout le monde n'est pas forcément... comment dire, favorable à l'idée que des opérateurs, des associations se prêtent à cette question de l'évaluation. Mais en fait, de toute façon... C'est notre grand maître qui nous a accueillis aujourd'hui, qui nous rejoint, qui va s'installer. Allez-y, je t'en prie. Voilà. Donc, c'est notre dernière table ronde, Georges, en l'occurrence, Najat Vallaud-Belkacem, Adeline Hazan et Claude Roméo qui interviennent. Allez-y. Non, je disais, pardon, je connais évidemment l'état du débat, y compris interassociatif, sur cette question de faut-il que des associations, des opérateurs comme les nôtres, se prêtent à cet exercice qui est un exercice compliqué et qui est, entre parenthèses, un exercice très lourd, même psychologiquement, pour les intervenants sociaux qu'ils réalisent. Hein, parce que je vous laisse imaginer la lourdeur, le poids d'une décision à prendre comme celle-là. Parce qu'on sait bien que si on reconnaît, enfin, si notre rapport d'évaluation dit... En effet, le jeune semble être mineur, ça veut dire protection de l'enfance derrière. Si il dit le contraire, ben, voilà, c'est plus compliqué. Donc, mais la raison pour laquelle France Terre d'Asile a décidé vraiment de se saisir du sujet néanmoins, c'est qu'on préfère quand même cette évaluation sociale à l'évaluation par test osseux. Donc à un moment donné, comme de toute façon... le pays s'est doté d'une législation dans laquelle il faut que soit déterminée la minorité avant que la protection de l'enfance et l'ASE se déclenchent, ben, il faut bien que cette détermination se fasse, et si possible de la façon la plus respectueuse des droits. Mais du coup, au-delà de ce rappel, qu'est-ce qu'aujourd'hui ça implique comme enjeu pour vous et sur lequel vous voulez agir, interpeller les pouvoirs publics pour améliorer au fond ce que vous essayez de réaliser tous les jours? Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre plaidoyer quotidien, et d'ailleurs au moment où il était question pour le gouvernement de faire passer sa loi sur l'immigration, enfin là c'est pas très clair, oui, non, saucissonné, pas saucissonné, mais bon bref, à l'automne dernier, lorsque a priori on partait sur une présentation complète, on avait eu l'occasion d'en discuter avec le ministre de l'Intérieur, et moi par exemple, j'aurais aimé que si on passait par une loi, ce qui me paraissait absolument pas indispensable, loin de là, on a beaucoup trop de lois sur ce sujet dans ce pays, mais si on passait par une loi, alors autant en profiter pour améliorer justement certaines dispositions, notamment, une fois de plus, en matière de protection de l'enfance, donc sur cette question des mineurs isolés étrangers. Malheureusement, la réponse qui avait été faite, c'était que si loi il y avait, elle porterait absolument pas sur les mineurs isolés étrangers, très bien. Mais en tout cas, pour vous répondre, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il y a plein de choses. Par exemple, juste pour terminer mon petit parcours du mineur qui vient de vivre son entretien, son évaluation. Donc nous, les intervenants sociaux qui l'ont réalisé, envoient leur rapport d'évaluation au conseil départemental qui prend sa décision. Donc soit le conseil départemental reconnaît la minorité du jeune, très bien, donc il est admis à l'ASE, soit il la refuse, il ne la reconnaît pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, concrètement, le jeune ne bénéficie pas de l'hébergement, etc., qui va avec l'ASE. Il peut cependant contester la décision du conseil départemental. Le problème, c'est que là, on se retrouve dans un vide juridique dramatique parce qu'il n'est ni mineur ni majeur, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, il n'est hébergé nulle part parce qu'il ne peut pas non plus être accueilli dans les hébergements de droit commun puisque c'est pour les majeurs. Et qu'on ne mélange pas mineurs et majeurs. Et donc, du coup, en fait, ils se retrouvent souvent à la rue. Et c'est cette période transitoire très particulière dans laquelle on a inventé un vocable atroce, puisqu'on parle de mijeurs. Ni mineurs, ni majeurs, ce sont des mijeurs. Ouais, enfin, bref, ce sont surtout des jeunes gens, potentiellement mineurs en plus, parce que quand enfin le juge tranchera, et ben dans de très nombreux cas, il cassera la décision du conseil départemental et il leur accordera la qualité de mineur, qui vont se retrouver à la rue. Donc après, il ne faut pas qu'on s'étonne
qu'il y ait beaucoup de problématiques de santé mentale, d'insécurité, d'addiction potentielle, etc. Parce que c'est ces parcours très chaotiques qui sont problématiques. Donc nous, pour faire vite, notre recommandation sur le sujet, c'est qu'une présomption de minorité soit installée, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on a en partage, évidemment, notamment avec l'UNICEF, sur laquelle on s'est exprimé souvent ensemble. Mais voilà, cette présomption de minorité qui serait protectrice et qui prévoirait, comme ça a été dit avant que j'intervienne tout à l'heure, tout simplement qu'on ait des lieux d'accueil. Ça, c'est la proposition la plus emblématique. Sur l'accès au séjour, alors après, pour ceux qui arrivent à 18 ans, reconnus ou pas, enfin, au-delà de tout ce processus, 18 ans, majorité reconnue comme telle, là, évidemment, il y a la problématique de l'accès au séjour et de la prise en charge toujours. Parce que tout d'un coup, tout n'est pas réglé parce qu'on est arrivé à la majorité. Oui, s'il fallait résumer cette situation et cette difficulté liée à l'accès au séjour, on pourrait dire que, alors, dans notre droit, on a bien plusieurs types de titres de séjour qui sont accessibles à des mineurs isolés étrangers qui deviennent majeurs. Le problème, c'est que c'est très quand même restrictif. Je vais en passer quelques-uns en revue. Et puis que surtout, c'est jamais garanti. Donc en fait, vous avez tout de même toujours ce couperet au-dessus de la tête qui vous fait craindre qu'une fois atteint les 18 ans, ça y est, quoi, vous soyez obligé de partir et qu'une OQTF soit délivrée. C'est quand même incroyable quand on y pense. Et donc, du coup, si on passe en revue déjà les titres de séjour qui sont accessibles, eux-mêmes, ils sont, comment dire, restrictif dans le sens où, par exemple, il y en a un qui est le titre de séjour travailleur temporaire ou salarié. Eh bien, ces titres de séjour-là, ils exigent de cumuler 6 mois d'inscription dans une formation qualifiante avant le dépôt de la demande. Le problème, c'est que, par exemple, imaginez un jeune qui est avec, je sais pas, en contrat d'apprentissage avec un patron qui ne s'entend pas avec lui, etc., et qui décide de rompre son contrat d'apprentissage. Eh ben, il n'a pas les 6 mois qu'il faut. Enfin, on les met dans des situations d'insécurité et potentiellement de prise d'otage qui sont extrêmement problématiques. Le deuxième exemple assez intéressant, juste pour finir là-dessus, le deuxième exemple assez intéressant, pour un autre type de titre de séjour qui est le titre de séjour vie privée et familiale, eh bien, c'est que la loi, comment dire, prévoit qu'on examine la nature des liens de l'étranger en question avec la famille qui est restée au pays. Et vous avez plusieurs jurisprudences qui sont venues dire que, grosso modo, enfin plusieurs préfectures plutôt, qui sont venues dire que, grosso modo, parce que le jeune avait conservé des liens familiaux avec des gens de sa famille restés au pays, eh bien ça démontrait qu'en fait, voilà, sa vie privée, sa vie familiale était plutôt de l'autre côté qu'ici. Quand même, donc voilà, juste pour précision, la Convention internationale des droits de l'enfant, Adeline le dirait mieux que moi, elle prévoit quand même que les liens familiaux soient un droit fondamental et qu'on n'a pas à en juger, qu'on n'a sûrement pas à les prendre comme un critère pour vous refuser un titre de séjour. Non, mais donc la description de ces impasses, qui est très claire, vous amène à souhaiter une forme d'automaticité, enfin, sur l'accès au séjour. Votre proposition, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Pour dire les choses simplement, quand y compris dans l'intérêt collectif de notre pays, hein, enfin, je veux dire, quand on a consacré tellement d'énergie, de financement, de moyens, et c'est très bien, dans le cadre de la protection de l'enfance, à accompagner des jeunes, à les scolariser, à les mettre en apprentissage ou que sais-je, eh bien, c'est complètement absurde de ne pas partir du principe d'abord. Là aussi, il y a une présomption, en fait, du principe d'automaticité. Et si le jeune pose problème pour une raison ou pour une autre qui est jugeable, j'allais dire, aux yeux de la loi, mais ça, c'est encore un cas particulier, mais la présomption, l'automaticité devrait être la règle en la matière. Beaucoup des associations qui se sont exprimées, Mme Collat par exemple, a évoqué les problématiques de difficultés de plus en plus aiguës impliquant un impact sur la santé mentale. Alors on en parle des jeunes en général en France en ce moment, mais sur ce point, vous vouliez aussi dire un mot avant que je ne cède la parole à nos deux autres orateurs. Oui, peut-être pour décrire là encore des situations que j'ai essayé un petit peu de résumer, mais oui, évidemment qu'il y a un sujet santé mentale. Enfin, tous les acteurs de terrain le savent.
C'est d'ailleurs impressionnant parce que ça fait partie de ces sujets dont tous les acteurs de terrain ont conscience, mais dont je trouve qu'ils n'arrivent pas suffisamment au-dessus des radars quand il s'agit de la couverture médiatique, notamment. Dans les cas très concrets, dans le cas pratique, pourquoi est-ce que les mineurs isolés étrangers représentent un groupe particulièrement vulnérable à ces problèmes de santé mentale ? D'abord parce qu'il y a quand même, ce que je disais tout à l'heure, le cumul des traumatismes. Ils ont fui des situations de violence, de discrimination, etc., tout seuls, un très jeune âge tout de même. On estime à peu près que c'est 75% des mineurs isolés étrangers qui arrivent sur notre territoire qui ont au-dessus de 16 ans, mais ça veut dire qu'il y a quand même une part importante qui a en dessous de 16 ans. Donc c'est vraiment ce cumul de traumatismes. Ils ont vécu sur leur parcours migratoire de la violence, pour un certain nombre d'entre eux, de la traite. Et puis aussi les conditions d'accueil. L'un d'entre vous tout à l'heure disait de non-accueil. On vit clairement une crise de non-accueil. Donc bon, voilà, tout ça c'est traumatisant. Ça se traduit par des troubles anxieux, par des états dépressifs qui sont souvent passés sous silence. Et ça va être très difficilement pris en charge en fait dans les structures que ces jeunes vont rencontrer quand ils ont la chance de rencontrer des structures, je parle de la protection de l'enfance, parce que d'abord, il y a un nombre de places très insuffisant au sein des dispositifs qui proposent un accompagnement thérapeutique spécialisé, tout simplement. Il y a un manque de formation des professionnels de la protection de l'enfance sur ce type de troubles psychiques, et y compris liés à la culture du public en question, des choses comme ça. Et puis surtout, il y a des ruptures de prise en charge successives qui vont, parce que les équipes éducatives vont changer, et donc du coup, la manifestation même des troubles va être rendue plus compliquée, ça va retarder le suivi, etc., etc. Et je termine juste en disant que, puis après, il y a, mais ça vaut pour l'ensemble des enfants qui sont accueillis en protection de l'enfance, la grande difficulté de quand ça s'arrête, quoi. De quand ça s'arrête. Et alors là, bon, je sais bien que la loi Taquet a essayé d'améliorer certaines choses, que le contrat jeune majeur, mais enfin, le contrat jeune majeur, peut-être que Adeline t'en parlera mieux que moi, mais le contrat jeune majeur, il est quand même très variable en fonction du département dans lequel on se trouve. Et puis c'est bizarre de contractualiser sur des questions de troubles psychiques. Enfin, voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à résoudre. Nous, en gros, notre recommandation sur cette question de la santé mentale et des mineurs isolés étrangers devenant majeurs, c'est vraiment de prendre mieux en compte les risques de résurgence, de retour des problématiques de santé mentale que peut provoquer la sortie de l'ASE et d'assurer du coup la continuité du parcours de soins en le prévoyant avant même que les jeunes sortent de l'ASE. Merci pour cette première intervention. Claude Roméo va vous succéder au pupitre. Venez, je vous en prie, avec nous. On peut saluer peut-être ces premiers. Merci. Alors, Claude Roméo, vous allez évoquer d'abord une dimension qu'on a peu évoquée depuis ce matin, c'est la dimension européenne. Ouais. Vous allez nous parler de ça, et puis vous allez revenir aussi sur la situation aujourd'hui des mineurs non reconnus et en déshérence, ces fameux mijeurs, vous avez dit, enfin, de ce néologisme un peu barbare, mais qui dit tout. Claude Roméo. Bien, peut-être tout d'abord rappeler que c'est dès 1990 que j'ai eu affaire au premier mineur isolé qui arrivait à l'aéroport de Roissy et qui dépendait du tribunal de Bobigny et qui était ensuite confié à ma direction de l'enfance, de la famille, au conseil général à l'époque de Seine-Saint-Denis. 1990 avec les mineurs qui venaient du sud-est asiatique à l'époque et qui arrivaient dans des situations aussi compliquées parfois que des mineurs qui arrivent aujourd'hui. Ensuite, j'ai participé, je crois, à tous les groupes de travail qui se sont tenus durant ces années. J'ai en mémoire en particulier un groupe de travail extraordinaire qui avait été demandé par monsieur Éric Besson, ministre de l'Immigration, où on avait, pendant 3 mois, fait 110 propositions. Il n'y en a qu'une seule qui a été retenue.
Bon, donc c'est montrer que ce type de commission et de réunion de travail, on n'en tient pas compte de ce point de vue, ce qui est vraiment une question sur les mineurs isolés. Et personnellement, parce que tout à l'heure vous avez posé la question, moi j'ai été choqué par les propos du président de l'Assemblée des départements de France, qui osait dire au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice qu'il faut plus de policiers et plus de gendarmes, si c'est ça la réponse pour les mineurs isolés, et puis que deuxièmement, il suffit de se rendre dans un commissariat pour être pris en charge immédiatement par l'aide sociale à l'enfance. Je pense que M. Sauvadet n'a jamais dû voir un mineur en dehors de quelques lectures qu'il a pu avoir, parce que c'est pas tout à fait la réalité, et on a eu l'occasion pendant la journée de parler de ces évaluations, y compris de l'examen d'âge osseux dépassé depuis, condamné par y compris l'Académie de médecine, et qu'on utilise encore, et un certain nombre de mineurs effectivement sont... Voilà, donc ça est quelque chose effectivement qui m'avait beaucoup marqué. Et en 2009, après ma retraite à la fonction publique, j'ai été effectivement sollicité par l'association France Terre d'Asile pour créer la direction de la protection des mineurs isolés, qu'on appelait la DPMIE. Alors c'est dire combien cette question me tient à cœur et qui m'a amené d'ailleurs en 2020 avec 2 autres collaborateurs à écrire un ouvrage qui s'intitule « Je voulais une chance de vivre, récit de mineurs isolés », qui est l'histoire de 11 mineurs qui racontent, eux, leur histoire, de leur enfance dans leur pays à aujourd'hui où ils sont arrivés. Et quand on lit ce livre, on s'aperçoit que la réalité est un peu différente de celle qu'on a parfois l'impression. Donc voilà, c'est dire donc cette question. Alors beaucoup de choses ont été dites depuis ce matin et de façon intéressante. J'en viens donc à la dernière table ronde sur la question des quelles propositions pour les mineurs isolés. Je ne vais pas aborder dans ce laps de temps qui m'est accordé l'ensemble des propositions, d'autant que je m'inscris totalement dans les 90 propositions des 35 associations à l'initiative de l'UNICEF et des 35 associations, en finir avec les violations des droits des mineurs isolés, qui me semblent effectivement importants. Donc je vais aborder 2 aspects qui me semblent importants. C'est comment obtenir, parce que cette question n'est pas souvent posée, c'est comment obtenir une harmonisation pour une protection européenne des mineurs isolés. Et la deuxième question, c'est la prise en charge des mineurs isolés, ça a été un peu abordé, non reconnus mineurs durant la procédure d'évaluation. Depuis plusieurs années, je suis convaincu de l'urgence à obtenir une protection identique au niveau européen. J'avais, en 2009, rencontré la commissaire européenne Cecilia Malmström sur cette question importante pour dépasser le cadre franco-français des mineurs isolés, des mineurs non accompagnés, qui m'avait à l'époque fait part de ses réserves, craignant qu'un statut européen aboutisse à un nivellement par le bas, ce que je ne partage pas du tout. Comme le rappelle d'ailleurs France Terre d'Asile, l'Union européenne a été construite sur un idéal de justice, de liberté et de sécurité. Alors comment, dès lors, ne pas réaffirmer la nécessité de faire prévaloir les droits fondamentaux consacrés par la Convention internationale des droits de l'enfant sur toute autre considération de ce point de vue? Aujourd'hui, l'absence d'harmonisation a pour conséquence de procurer aux mineurs non accompagnés une protection à plusieurs vitesses, qui oriente leur choix de migration et d'installation au détriment de la construction d'un vrai projet de vie. C'est pourquoi il me semble qu'il devient important que sur la base de normes communes, d'un texte qui régisse l'ensemble des situations actuelles auxquelles sont confrontés les mineurs non accompagnés sur le territoire de l'Union européenne et fondé sur un standard de protection bien évidemment élevé en application avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Et il me semble qu'il y a 5 questions importantes qu'il faut intégrer dans ce statut. Tout d'abord, la question de l'accès au territoire, qui veille à apporter aux enfants, à tout enfant se présentant, un soutien matériel et tous les soins nécessaires pour satisfaire les besoins. À cela devrait s'ajouter l'interdiction de mesures privatives de liberté. Je rappelle qu'un certain nombre de mineurs sont actuellement toujours en centre de rétention.
et interdire enfin toute mesure d'expulsion concernant ces mineurs en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Deuxième aspect, la détermination de l'identité et la représentation légale, qui doit passer par exclure toute méthode médicale de détermination de l'âge et désignation d'un représentant légal ayant une expérience en matière de protection de l'enfance. Troisième aspect, la prise en charge sur le territoire, avec le soutien d'un interprète et mettre à la place des dispositifs des protections de l'enfance adaptés à leurs besoins et l'accès aux dispositifs d'éducation et prodiguer les soins médicaux appropriés sans considération de l'origine ou de nationalité ou de régularité dans le séjour. Quatrième aspect, la question du droit d'asile par la mise en place d'une procédure de demande d'asile adoptée aux mineurs non accompagnés et prévoir les dispositifs d'hébergement appropriés, mettre en place une assistance médicale spéciale et notamment sur la question, vous l'évoquiez tout à l'heure, sur la question sur le plan psychologique. Et enfin, permettre le droit à la circulation dans l'espace européen, qui me semble important. Ces mesures me semblent fondamentales et à l'opposé des situations actuelles et des déclarations du ministre de l'Intérieur Darmanin qui met en place des mesures sécuritaires axées sur la répression, comme il vient de le décider aux frontières entre l'Italie et la France, avec 500 gendarmes et policiers de la police des aires et frontières supplémentaires ont été mis en place pour exclure ces jeunes de l'arrivée, de l'accès en France. Ou encore, parlant du niveau européen, le Royaume-Uni, où 9000 mineurs non accompagnés, considérés à tort comme adultes, placés en centre de détention, ou encore les événements de Mayotte, vous en avez parlé, dont on pourrait parler bien évidemment. Le second sujet que je souhaiterais aborder est celui de la situation des jeunes non reconnus mineurs durant la procédure de recours devant la justice. Certains jeunes sont exclus du dispositif de protection de l'enfance en danger, car considérés comme majeurs sans que leur minorité n'ait formellement contesté, ni leur majorité formellement avérée. Et la suite de l'évaluation et le recours à l'examen de minorité d'âge osseux, qui aboutit souvent, de cette phrase que j'ai souvent lue, trop proche de la majorité pour considérer qu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur. Cette phrase devrait bénéficier, selon la loi, aux jeunes, et on sait que dans plusieurs situations, on les considère à ce moment-là comme majeurs, puisque la minorité ne peut pas être prouvée. Dans telle considération, dans telles circonstances, effectivement, ces jeunes sont considérés comme majeurs par les services départementaux de la protection de l'enfance, mais sont considérés comme mineurs lors de leur démarche de vie civile. La conséquence, c'est que ces jeunes sont exclus du dispositif de protection de l'enfance, mais présentant des documents d'état civil qui montrent qu'ils sont mineurs. Le 115, le SAMU social, refuse de les accueillir, ne pouvant recevoir des mineurs. Donc, aucun dispositif d'hébergement d'urgence n'est accessible pour ces jeunes, en conséquence qui sont laissés à la rue, où ils risquent d'être utilisés par des réseaux de passeurs, de drogue, de prostitution ou de délinquance. Fort heureusement, d'ailleurs, une majorité d'entre eux qui introduisent, et nos amis de Médecins sans frontières pourraient en parler, qui introduisent un recours auprès de la cour d'appel du tribunal, celle-ci annule le refus de minorité et les réintègre dans le dispositif de protection de l'enfance. Mais entre le moment où le refus de minorité par décision et la décision plutôt judiciaire, ces jeunes peuvent bénéficier d'aucune mesure, ils hypothèquent leur avenir en France et le risque, nous l'avons vu, de voir appliquer la décision de quitter le territoire français. Pourtant, pour ceux qui n'auraient pas été confiés à l'ASE pendant leur minorité, parce qu'arrivés en France à la limite des 18 ans, soit ils font l'objet de contestations pour leur minorité, et la loi a maintenu la faculté pour les conseils départementaux de proposer une prise en charge en indiquant comme l'indique la loi, peuvent être pris en charge à titre temporaire par un service de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs de moins de 21 ans
qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. C'est évidemment très clair. Je cite d'ailleurs dans mon livre l'exemple d'un jeune Afghan également, parce que ça aussi ça se reproduit, qui a été évalué mineur par un premier département de la région parisienne et qui a été confié par l'autorité judiciaire à un second département dans le cadre de la répartition nationale. Ce nouveau département a procédé à une nouvelle évaluation de minorité du jeune mineur non accompagné, le déclarant majeur au motif de l'incohérence du récit et son apparence physique. Voilà comment on se débarrasse effectivement des mineurs. Et pour ceux, il y a aussi ceux qui ont réussi malgré tout à trouver un travail, la situation est guère meilleure. On l'a vu, on a parlé ce matin avec le représentant des petites et moyennes entreprises. Quelque temps, l'action des patrons solidaires ou du boulanger dans le département du Doubs allant jusqu'à entamer une grève de la faim pour mettre en lumière la situation de jeunes majeurs n'étant pas régularisés et faisant l'obligation de quitter le territoire français alors même qu'ils étaient en apprentissage. Et on pourrait multiplier les exemples de ces incohérences. Alors, quelles sont les propositions de ces jeunes non reconnus mineurs durant la période de recours devant la justice? Il faut mettre en œuvre le principe de présomption de la minorité. Cela voudrait dire que tant que le juge ne s'est pas prononcé sur le recours, ce jeune est présumé mineur, donc hébergé par l'aide sociale à l'enfance, garantissant ainsi la présomption de minorité. Deuxièmement, l'ouverture des centres d'hébergement dédiés pour ces jeunes en recours. Il appartient à l'État de remplir ce vide juridico-administratif qui ne doit pas conduire ces jeunes à la rue. À Paris, l'État finance quelques places dédiées depuis quelques années. D'autres territoires y réfléchissent, mais leur nombre est largement insuffisant et aboutit actuellement, depuis le 14 avril, à Paris, où 300 mineurs exilés ont été mis à l'abri par des associations dans un établissement scolaire désaffecté du 16e arrondissement, inoccupé depuis 4 ans, avec un risque d'une expulsion du jour au lendemain. Et enfin, veiller à ce que ce jeune exilé se disant mineur soit systématiquement associé par un avocat dans toutes les procédures judiciaires qui le concernent, ainsi qu'un interprète dans la langue maternelle s'il ne maîtrise pas le français. Et enfin, je le disais tout à l'heure, l'action à l'éducation qui sont fixées par la circulaire du 20 mars 2003. Notant que la scolarisation est possible jusqu'à 18 ans, il convient de l'accorder à ces jeunes non reconnus mineurs le temps du recours devant la juridiction, sans considération de l'origine, ni de la nationalité, ni de la régularité du séjour, dans des classes adaptées à ce public de type FLE, français langue étrangère. Pour terminer, j'aurais voulu aborder la question également de l'accès à la santé des mineurs non accompagnés, mais le temps prévu de mon intervention ne le permet pas. Pourtant, je considère que ces mineurs non accompagnés constituent un public dont les besoins sont particulièrement importants, tant en ce qui concerne la santé physique que la santé psychologique, compte tenu des conditions précaires dans lesquelles ils ont été amenés à quitter leur pays d'origine et des difficultés rencontrées durant leur voyage, laissant apparaître des séquelles physiques et psychologiques, puisque 37%, l'étude en fait paraître, 37% des mineurs isolés reçus avaient effectivement des troubles psychotraumatiques importants. C'est pourquoi je rejoins la défenseure des droits pour exiger la question du bilan de santé avant l'évaluation. Je ne développe pas. Et pour conclure, je voudrais méditer sur une citation de Saint-Exupéry que je trouve très belle dans Le Petit Prince, qui dit « La terre ne nous a pas été donnée par nos ancêtres, mais prêtée par nos enfants. » Merci. Alors, Adeline, je vous en prie, Adeline Hazan, ces enfants que vous essayez tous de protéger, vous arrivez
tous les trois, au fond, ainsi que tous ceux qui se sont déjà exprimés, à des propositions qui se recoupent. Il y a une certaine unanimité, unanimisme en tout cas, autour de ces propositions très claires sur l'accès au séjour, mais auparavant sur les méthodes d'évaluation de la minorité, bien entendu, mais aussi sur les droits et l'accueil digne, puisque c'est ça l'objet de cette réunion. Votre analyse à vous, UNICEF France, votre vision des différents éléments. Il y a un élément qu'on a très peu cité, mais qui est dans vos têtes, c'est la loi Taquet, récente encore, qui a modifié encore des éléments et parfois ajouté aux contradictions que vient de citer Claude Roméo. Adeline Hazan, je vous en prie, autour peut-être déjà de l'accueil des mineurs tel que vous le voyez, l'analyse que vous en faites. Alors effectivement, c'est toujours un peu compliqué d'intervenir en dernière position parce que forcément, je vais être amenée à redire des choses qui ont été dites on vous en voudra pas. Et ce matin et cet après-midi, mais ça fait rien, je crois qu'il y a des choses qu'il faut dire et répéter. Alors d'abord, moi j'ai envie de dire en introduction que pour nous, et je crois que pour la majorité des associations, la situation des mineurs isolés ou mineurs non accompagnés, comme on veut, elle est dramatique parce que finalement, ces jeunes, ils cumulent à la fois toutes les atteintes aux droits des enfants et des mineurs qu'ont l'ensemble des jeunes, et en même temps les atteintes aux droits de l'homme que subissent les étrangers en France. Donc c'est vraiment, eux, ils ont absolument les deux, et c'est vraiment dramatique. C'est pour ça qu'avec 35 associations, donc, nous avons voulu publier en février 2023 un rapport sur en finir, c'est vraiment ça le titre, en finir avec la violation des droits des mineurs non accompagnés, parce que vraiment il y a des violations pérennes et absolument insupportables. Et donc on a fait 90 propositions, et comme il y a un certain nombre d'associations qui sont dans la salle et qui ont contribué au rapport, on a évidemment entendu ces propositions. Alors, moi, il m'a été demandé plutôt de parler de la question des jeunes majeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à 18 ans. Mais avant de parler de ces jeunes majeurs, je voulais, et là, ça va bien sûr faire écho à ce qui a été dit, mais rappeler, disons, 4 messages clés qui sont dans notre rapport. Le premier, c'est évidemment que le dispositif actuel de prise en charge d'évaluation de la minorité doit être modifié, car à l'évidence, il n'est absolument pas conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant, et que même si la loi Taquet a instauré justement un droit de répit, ce dont parlait Najat, ça n'est pas conforme aux droits de l'enfant. Le deuxième, c'est que il faut vraiment, alors je sais qu'on est tous convaincus ici, mais pas du tout l'opinion publique, il faut vraiment faire cesser cet amalgame entre mineurs non accompagnés et délinquants. Pour l'opinion publique, un mineur non accompagné, il n'est pas en séjour régulier, donc en fait il est délinquant. Et quand on est obligé de rembobiner, si je puis dire, toute la plotte pour expliquer qu'il ne peut pas être en séjour irrégulier, puisque pour un mineur, on n'a pas à fournir des papiers en règle, et que donc, il n'est pas délinquant. Mais déjà, si on arrivait vraiment à faire passer ce message dans l'opinion publique, je crois que ça irait mieux. L'autre message, ce serait de dire que, je crois que c'est Najat, tu disais 15% des mineurs de l'aide sociale à l'enfance sont des mineurs non accompagnés. C'est tout à fait exact. Et parmi ces 15%, et on l'a beaucoup entendu d'ailleurs aujourd'hui, parmi ces 15%, la plus grande majorité vient, après un parcours dramatique, mais vient pour s'insérer. Et qu'ils ont envie de travailler, ils ont envie de faire une formation professionnelle, ils ont envie de s'intégrer, et que ce qu'on voit, ce qui est la partie immergée de l'iceberg sur laquelle tout le monde presque se crispe, focalise, qui est la prostitution à la Goutte d'Or et à la Porte de la Chapelle, c'est dramatique. Je ne dis pas que c'est pas dramatique, mais c'est peanuts par rapport justement à la question dans son ensemble. Alors, sur vraiment ce qui se passe après 18 ans. Moi, j'ai vraiment deux questions importantes sur lesquelles je veux insister. Ça a été d'ailleurs dit par certains, le droit au séjour après 18 ans et le droit d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors, évidemment, la question du droit au séjour, elle est totalement primordiale, puisque
Si on fait des choses pour les mineurs avant leurs 18 ans et qu'à 18 ans, on ne leur attribue pas un titre de séjour, non seulement on les met en danger pour la suite, mais on met complètement en échec tout le travail éducatif qui a été fait. Or, il y a de très très nombreux jeunes qui sont reconnus mineurs par l'aide sociale à l'enfance et par la justice d'ailleurs des mineurs, et qui font l'objet de refus de titre de séjour par les services préfectoraux à leur majorité. Les raisons sont multiples, on leur oppose, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, c'est vraiment important, on leur oppose l'existence des liens, Christophe Dadouche l'a dit, Najat l'a dit, l'existence des liens qu'ils ont pu maintenir avec leur famille, mais enfin c'est quand même dingue que ça puisse se retourner contre le mineur, qu'il ait encore des contacts avec sa famille. Éventuellement le dépôt trop tardif de la demande de titre de séjour, etc. Mais le plus souvent d'ailleurs, c'est la remise en cause de la validité de leurs documents d'état civil qui va conduire à un refus de séjour. Et justement, la plupart du temps, ces décisions de refus de validité sont contestées, elles sont annulées par la justice administrative, et pour autant, elles auront empêcher le mineur de continuer sa formation. Et elles auront hypothéqué évidemment l'avenir en France en entraînant la fin de la prise en charge par les départements. Donc c'est vraiment une insécurité juridique qui est tout à fait inacceptable. C'est pour ça que nous n'acceptons pas la réglementation actuelle. On en a parlé, mais je vais quand même le redire. En gros, si le jeune qui arrive à ses 18 ans, il a un accès au séjour de plein droit s'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses 16 ans. À ce moment-là, il a une carte vie privée et familiale, mais comme vous le disiez, d'une durée d'un an seulement. Et surtout, cette carte, elle est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement, évidemment, subjectif. Donc là, c'est un accès de plein droit, mais quand même avec des appréciations subjectives qui le fragilisent. Et puis, un accès au séjour là, discrétionnaire, s'il est arrivé, donc, entre 16 et 17 ans. Donc on fait vraiment une très très grosse différence entre celui qui est arrivé à 16 ans et celui qui est arrivé entre 16 et 18 ans. Or, on sait tous que la majorité, ils arrivent plutôt à 16 ans et demi, 17 ans et demi. Donc eux, ils vont subir justement un accès totalement discrétionnaire et absolument pas de plein droit, puisque justement il va falloir que ces jeunes-là, ils prouvent qu'ils ont suivi pendant au moins 6 mois une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, mais à ce moment-là seulement, il peut, voilà, c'est même pas il doit, c'est il peut, dans l'année qui suit son 18e anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ou travailleur temporaire, sous réserve, là aussi, du caractère réel et sérieux. Donc, ces dispositions sont totalement inadaptées. Et quelqu'un a dit ce matin, je crois que c'est vous d'ailleurs qui aviez, pas ce matin, cet après-midi, qu'on demandait, et c'est tout à fait vrai, moi je me suis fait la réflexion sans arrêt, à la fois d'ailleurs quand j'étais juge des enfants et maintenant, on demande plus à ces mineurs, qu'ils soient d'ailleurs étrangers ou pas, mais y compris les jeunes Français, on leur demande plus qu'on demande aux mineurs qui ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Je me souviens d'ailleurs très bien que quand moi-même j'ai dû le faire, de dire à un mineur c'est quoi votre ou ton projet, comme si on demandait à quelqu'un qui a 14 ans de décliner sur 3 pages un projet. Donc finalement on leur demande plus, ce qui est une aberration. Donc cette condition du caractère réel et sérieux, elle est inacceptable, comme est inacceptable de notre point de vue cette différence entre est-ce qu'il est arrivé avant 16 ans ou est-ce qu'il est arrivé après 16 ans.
D'ailleurs, quelqu'un d'autre l'a évoqué, la mobilisation des patrons solidaires l'a bien montré. Ils souhaitaient justement que ces jeunes qui ne rentraient pas tout à fait dans les grilles et dans les cases de ce que la loi demandait, évidemment, ils souhaitaient qu'ils restent et ils ont dû faire la grève pour obtenir raison. Alors, nos demandes, c'est simple, enfin simple à émettre, pas simple à faire adopter et à convaincre les pouvoirs publics, c'est un titre de séjour vie privée et vie familiale doit être délivré de plein droit, quel que soit l'âge de prise en charge et sans autre condition que d'avoir bénéficié d'une mesure de protection de l'enfance. Donc, et également ceux qui n'ont pas pu être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, parce que évidemment ça arrive, ceux-là aussi doivent pouvoir se faire reconnaître un droit au séjour en prenant en compte justement le parcours, les preuves d'insertion, etc. Ça a été dit aussi, mais c'est important et je veux le redire, il faut vraiment, vraiment renforcer l'information et l'accompagnement, non seulement de ces mineurs eux-mêmes, mais des adultes qui s'en occupent. Parce que beaucoup ne savent pas, les mineurs, c'est logique, mais beaucoup ne savent pas qu'il va falloir, dès l'âge de 17 ans, commencer à faire des démarches. Et donc ça, il va falloir vraiment, je passe vite, mais c'est très important, renforcer cette information. Donc, la loi Taquet a posé l'obligation d'information en matière de droit au séjour et d'asile, mais elle ne mentionne pas l'information en matière de droit à la nationalité. Donc là, il y a absolument un vide. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la question, c'était le séjour, c'est la question de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance après la majorité. La plupart, malheureusement, des jeunes sortent du dispositif de l'aide sociale à l'enfance à la majorité. Pourquoi? Parce que, de fait, justement, ces contrats jeunes majeurs, Claude l'a dit également, sont conditionnés à plusieurs critères qui, non seulement sont rigoureux, ces critères, mais ils varient énormément, tu l'as dit, d'un département à l'autre. Par exemple, on l'indique dans notre rapport, des départements, je ciblais personne, mais comme le Val d'Oise et l'Indre-et-Loire, par exemple, ont choisi de limiter l'attribution de contrats jeunes majeurs aux mineurs ayant été pris en charge pendant au moins 2 ans à l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi? On ne sait pas. Et puis, une fois de plus, ça en élimine pas mal. Quand on disait qu'ils arrivent souvent à 16 ans et demi, 17 ans, ça veut dire que cela, évidemment, existe. Et puis de façon générale, on a regardé de près, mais de nombreux conseils départementaux restent réticents à proposer une prise en charge un tout petit peu longue. Alors la loi du 7 février 2022, dite loi Taquet, elle a permis une avancée dans la mesure où elle oblige les conseils départementaux à proposer aux jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance le maintien de la prise en charge. Mais j'insiste bien sur, elle les oblige, ça c'est bien, mais seulement à proposer. Donc proposer, ça ne veut pas dire que à la fin de l'instruction du dossier, ça va être fait. Donc nos demandes, c'est justement qu'elle soit accordée, cette protection jeune majeur, d'abord de droit, sans distinguer selon que le jeune a été ou non préalablement confié à l'aide sociale à l'enfance, et que vraiment soit limité le pouvoir discrétionnaire des départements et vraiment réduire les inégalités de traitement. Des modalités, bon ça on l'a dit, très disparates de prise en charge d'un département à l'autre, c'est une évidence. Des critères qui sont rajoutés par les départements, et puis ensuite, bien sûr, qui pénalisent je l'ai dit, les jeunes qui ne sont là que depuis quelques mois. Dernier point, je vais terminer, mais pas des moindres, c'est assurer la scolarisation. On l'a dit, on n'a pas le temps d'insister, mais la scolarisation et évidemment la prise en charge médicale dès leur arrivée et dès leur prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Je peux dire, vous vouliez me relancer peut-être? Non, il y avait donc cette dimension des mineurs, cette dimension des 18-21 ans, en quelque sorte, pour lesquels vous venez de ressouligner les propositions déjà énoncées, mais qui sont celles aussi d'UNICEF France. Vous vouliez dire un mot dans l'actualité de Mayotte, la situation spécifique de Mayotte. Et puis ça m'amènera peut-être à poser une dernière question finale avant de passer la parole en conclusion à Olivier Perroux et au grand maître du Grand Orient, chez qui nous sommes, sur Mayotte. Oui, alors Mayotte, c'est vraiment un exemple de l'anéantissement, mais complet des droits de l'enfant. C'est-à-dire que en gros, il n'y en a pas. Avant même l'opération Wuambushu, il n'y en avait pas. Il faut savoir quand même qu'à Mayotte, 8 enfants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté, que plusieurs milliers d'enfants ne vont pas à l'école, et que surtout, les 95% de placements en centre de rétention administrative qui sont faits en France au sens large, sont faits à Mayotte, puisque il doit y avoir au total, je parle à peu près de mémoire, 3200 placements en centre de rétention administrative pour des enfants, alors que le comité, bien sûr, des droits de l'enfant l'interdit. Et sur ces 3200, il y en a 3000 qui sont à Mayotte, et 200 qui sont sur la métropole. Pourquoi? Parce que certes, il y a une situation compliquée, mais l'essentiel, c'est que, qui aboutit à ça, c'est que la plupart du temps, vu la façon dont ça se passe, eh bien, on arrive à attribuer un enfant à un adulte qui n'est pas son référent, puisqu'il faut des adultes pour que des enfants soient placés en centre de rétention. On trouve un peu n'importe quel adulte, on modifie éventuellement les papiers, et comme ça, l'enfant peut partir en centre de rétention avec des adultes qui ne sont pas ses référents, et ensuite être expulsé, et là être expulsé en plus au bout de 15-20 heures, parce que Mayotte, vous le savez certainement, a un statut dérogatoire, et que justement l'appel d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas suspensif. Donc il peut y avoir une OQTF, un appel, mais de toute façon l'appel n'est pas suspensif, donc on les fait partir dans les 10 ou 15 heures qui suivent l'OQTF. Donc là, ce qui se passe de façon générale à Mayotte est dramatique, et ce qui se passe en ce moment avec l'opération Darmanin dite Wuambushu va encore détruire le peu, mais vraiment le peu de droits qu'ont les personnes en général à Mayotte et les enfants en particulier. Peut-être, en vous remerciant de cette intervention sur la loi Darmanin, peut-être venez nous rejoindre, Aline, si vous voulez bien, parce que moi j'ai une question à vous poser à tous les trois. Qui pourrait peut-être faire l'objet d'un nouveau colloque toute une journée, parce que c'est un sujet très complexe. Mais avant que le grand maître et peut-être le dernier intervenant... pardon ? Oui, c'est ça. On est dans un moment politique tout de même, vous me l'accorderez, je ne parle pas des retraites, mais lié au sujet qu'on a traité toute la journée, que vous venez de traiter, quand même très politique. Mayotte. La pression en ce moment de la tension diplomatique liée notamment à la pression démographique entre la France et l'Italie. Saint-Brévin. Les exemples qui sont fournis à l'opinion sont, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, Najat et vous-même, Claude Roméo, des éléments qui, comment la problématique de l'acceptabilité par l'opinion de ce que vous proposez, au fond ma question elle est très simple, quelle chance avez-vous de voir ces propositions qui sont, la journée l'a montré, évidentes, et qui permettraient, au contraire, de débloquer des situations humaines dramatiques et qui ne règlent rien. Comment évaluez-vous, au regard de la situation nationale, politique, de sensibilité de l'opinion, vos chances de ne pas être instrumentalisé, au contraire, par un exécutif qui aujourd'hui essaye de se positionner en nous faisant peur pour 2027, Marine Le Pen, pour dire les choses clairement. Voilà. Pardon, alors je vous passe le micro. Adeline, je vous en prie. J'ai envie de dire que de
toute façon, depuis un certain temps, dès qu'on parle de droits de l'homme ou droits des enfants ou droits des personnes privées de liberté, on rame à contre-courant d'une opinion publique qui est... qui n'est pas dans le sens d'une progression de ces droits. Ça, c'est malheureusement, on le voit, moi je crois depuis les années peut-être 2007-2008, il y avait un socle de liberté individuelle fondamentale qui paraissait à peu près acquis à tout le monde, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, du milieu, et ça n'est plus le cas. Je l'ai vécu beaucoup dans mes précédentes fonctions de contrôleur général des lieux de privation de liberté, où j'ai bien vu, il y avait eu une note qui avait été faite d'abord j'ai bien vu la dégradation de ce que l'opinion publique disait, et j'ai vu des études où à 10 ans d'intervalle, c'est une étude de la Fondation Jean Jaurès qui m'avait fait commenter, à 10 ans d'intervalle, eh bien il y avait... Dans la première étude, genre 30 ou 40% des personnes trouvaient que les détenus étaient trop bien traités. Et dans 10 ans après, il y en avait 80% de cet ordre-là. Donc vous dites autant assumer et donc moi je dis, non, mais je ne dis pas seulement autant assumer, parce qu'assumer, ça nous fait plaisir, mais c'est rien qu'à nous. C'est plutôt faire de la pédagogie, continuer, parler... expliquer, montrer, je crois que c'est ça en fait. Claude Roméo, pardon, j'anticipe déjà l'orateur. Dans le micro, s'il vous plaît. Sur cette question de l'opinion publique, cette question de l'opinion publique, c'est clair qu'on a une tendance actuellement à avoir une intolérance par rapport à l'immigration et par rapport aux mineurs isolés. Je rappelle les propos d'un certain candidat qui les considérait tous comme des violeurs et des voleurs et qu'il fallait effectivement les mettre tous en prison. Donc il y a une certaine intolérance qui tient aussi, il faut bien le reconnaître, avec les événements qui sont produits en 2015, avec les attentats. Il y a une espèce de repoussoir sur l'autre qui est différent, qui est effectivement important. Donc la question, c'est effectivement mener des campagnes, mener des actions telles que le fait l'UNICEF, parce que c'est quand même pas dérisoire, 35 associations qui se mettent d'accord sur une plateforme sur 90 propositions. La question est posée maintenant, comment ces 90 propositions, on va essayer d'obtenir satisfaction de ce point de vue. Et dans un climat qui n'est pas favorable, puisqu'on se propose, on envisage effectivement de faire la 10e loi sur l'immigration, et qu'il semble que cette loi d'immigration prévoit pour les mineurs dits délinquants. Je rappelle que les mineurs qui posent des problèmes de délinquance, ça ne représente que 10% des mineurs isolés étrangers. Donc il ne faut pas nous raconter d'histoire que ça considère... Donc dans un climat qui est effectivement difficile, il faut arriver à convaincre que ces mineurs, ils n'ont pas traversé la moitié de la planète pour venir effectivement se bronzer sur les plages en France. Ils viennent pour d'autres choses. Najat Vallaud-Belkacem, votre commentaire et on conclura cette table ronde. Oui, non, mais je suis d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. Simplement, je compléterai ce que disait Adeline en disant que ce regard qui s'est durci, qu'elle évoquait, moi je le trouve pas spontané en fait. C'est pas spontanément qu'on porte un regard si négatif sur les mineurs isolés étrangers, qu'on associe si spontanément, si facilement à la délinquance, etc. Tout ça, c'est construit. C'est un regard qui est construit par des années, qui est construit politiquement, évidemment, par une parole d'extrême droite qui a gagné, de populisme qui gagne. Et c'est pour ça que je voulais évoquer Saint-Brévin, parce que c'est vraiment une illustration de plus d'une avancée évidente de l'extrême droite. Qui n'est pas forcément la manifestation de la majorité de l'opinion française. Non, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, on s'illusionne un petit peu en se disant qu'on fait barrage à l'extrême droite dans les urnes, mais en réalité, elle gagne du terrain dans la pratique, au quotidien. Et là, c'était une illustration incroyable. Et elle gagne du terrain parce que, en fait, ceux qui devraient défendre ce terrain ne le font pas. Donc, de l'extrême droite, mais pas que de l'extrême droite, honnêtement. Il y a aussi une banalisation de la parole, j'allais dire, problématique, sur tous les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est une banalisation médiatique, qui est une banalisation portée par d'autres forces politiques qui ne devraient pas, qui se disent républicaines, etc., etc.
Donc moi je pense que l'opinion publique qui s'est durcie sur tous ces sujets-là, elle est guidée par ce récit, et que tout le sujet c'est en effet celui d'un contre-récit. C'est pour ça que j'ai évoqué aussi l'exemple ukrainien, parce que en fait, je veux dire, je ne crois pas qu'il y aurait deux types de Français ou deux facettes à l'intérieur d'un même Français ou d'une même Française, c'est-à-dire le côté extrêmement généreux à l'égard de ceux qui fuyaient l'Ukraine, et puis le côté, le versant sombre, extrêmement sévère et voilà, comme ça, indifférent à la misère humaine pour les autres. Non, on parle bel et bien d'une seule et même personne. Simplement, la question c'est qu'est-ce qu'elles ont recueilli comme information préparatoire à l'émotion qu'elles vont ensuite exprimer. Et les informations préparatoires qu'elles ont recueillies, ces Françaises et ces Français, ces personnes, en allumant leur télé au sujet de l'Ukraine, c'est « Oh mon Dieu, c'est horrible, il y a une guerre, ça pourrait être nous. On voit les enfants pleurer parce que leur père part en combat, les mères affolées, être obligées de fuir. » Ça crée de l'empathie. Quelle est l'information qu'on recueille quand il s'agit des Éthiopiens, des Soudanais, je veux dire, c'est des sujets dont on parle quasiment jamais, et je ne parle même pas des Afghans. Bon, à la limite, l'Afghanistan et la Syrie, on en parle un peu plus, ou l'Iran, mais les autres pays que je viens d'évoquer, c'est des pays dont on ne parle jamais. Quand on en parle, on les présente toujours d'une façon tellement éloignée qu'on les déshumanise, en fait. C'est plus trop nos sujets, on a du mal à se retrouver en eux, à se projeter en eux. Et donc, en fait, c'est cette question du récit, notamment médiatique, qu'il faut absolument repenser. Combat contre l'extrême droite, récit médiatique. Merci à tous les trois, on peut saluer le... Merci. Merci Najat Vallaud-Belkacem, Adeline Hazan et Claude Roméo. Avant de je te laisse introduire peut-être l'orateur. Voilà, avant de céder la parole à notre grand maître Georges Sérignac, nous allons demander à Olivier Pérou de bien vouloir nous faire sa synthèse. Merci. Alors, Olivier. Vous présentez peut-être Olivier Pérou, Sciences Po, fondateur de Trajectoire, et il sera peut-être... cofondateur de Trajectoire. Merci Olivier. Merci. Alors, oui, pour cette conclusion, alors faire une synthèse, c'est toujours difficile parce que beaucoup de choses ont été dites, redites, répétées. Et donc, j'ai un petit peu envie de surfer sur la dernière question, la dernière interpellation, qui est un petit peu la déconstruction du discours, puisqu'on voit bien, on n'arrive pas à convaincre. Il y a de plus en plus de recul par rapport à l'image qu'ont les mineurs non accompagnés, et on va voir les conséquences que ça a. Alors, l'idée, c'est on terminera aussi sur des propositions en s'inspirant de ce qui existe en Europe, pour voilà, donner, en tout cas, donner au moins des idées, si ce n'est de l'espoir, mais donc on va voir un petit peu. Alors déjà, il faut expliquer pourquoi on a des mineurs dans la migration. Alors certes, on en avait fin des années 2000 ou tout début des années 90, comme ça a été dit par Monsieur Roméo, mais ça restait un phénomène assez marginal. Et en fait, si on a des mineurs qui décident de migrer, c'est pas quelque chose de culturel, je pense qu'il faut quand même le rappeler. C'est en fait une contre-stratégie, c'est-à-dire qu'en fait, plus on a des politiques migratoires restrictives, en gros, plus c'est difficile d'obtenir des visas pour des migrants qui veulent venir légalement, plus les deux seules voies vues d'Abidjan, de Dakar, de Kaboul ou d'Alger seront la demande d'asile, sauf que suivant l'origine du pays où on vient, il y a plus ou moins de probabilité qu'on l'obtienne, ou la minorité. Donc en fait, la conséquence, enfin, si on a des mineurs en migration, c'est ça. Et on voit que depuis 2015, donc la fameuse arrivée d'1 million de migrants en Europe, en fait, le nombre de mineurs non accompagnés est en très forte augmentation. En gros, si on prend les chiffres d'Eurostat, on est sur une fourchette entre 15 et 20% du flux des migrants, enfin du flux total de migrants. C'est-à-dire que, pour être très clair, sur 1 million de personnes qui sont arrivées en 2015 en Europe, on avait 180 000 mineurs non accompagnés qui sont arrivés en Europe, dont la moitié d'Afghans. Et si on prend même d'ailleurs par exemple le démantèlement de la fameuse jungle de Calais, là dont, alors il faudrait plutôt dire l'évacuation, hein, parce qu'encore une fois on fait toujours appel sournoisement à un vocabulaire criminel, on démantèle des filières criminelles,
pas un squat, pas un bidonville, non, non, on évacue. Et donc cette évacuation de la jungle de Calais, là on avait l'État qui comptait, et ben on s'est aperçu que sur les 10 000 personnes qui ont été envoyées en car un peu dans toute la France, on avait 1800 mineurs, voilà, non accompagnés. Donc on voit qu'on est sur un nombre important, et dans ce nombre important, en fait, il n'y en aura qu'une petite partie qui sera prise en charge. Ce qui fait qu'il y a une autre partie, on ne sait pas ce qu'elle devient, elle n'est jamais prise en charge. Et c'est vrai qu'au sein de cette catégorisation, on va voir qu'on en perd une grosse partie. Alors, cette donnée posée, ce qui semble très très paradoxal pour recontextualiser, c'est qu'en fait, l'Europe, dans son entièreté, n'a jamais été aussi dépendante économiquement d'une main-d'œuvre étrangère. Qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir ou non, ça c'est un autre problème, mais on s'aperçoit que, alors, pour l'Allemagne, c'est évident, hein, l'arrivée des 1 million de migrants en Europe, c'est une décision unilatérale d'Angela Merkel à l'été 2015. Et déjà, Angela Merkel, en 2012, alors il y avait sûrement un geste humaniste, hein, l'un ne va pas contre l'autre, mais déjà en 2012, Angela Merkel disait que si, en 2020, l'Allemagne n'avait pas 2 millions de travailleurs étrangers, l'ensemble des secteurs en Allemagne serait en pénurie de main-d'œuvre, quoi. Et si on veut regarder la France, bon, voilà, on avait une anecdote un peu cocasse, c'est-à-dire qu'au moment du confinement, donc mars 2020, quelques mois après, donc en mai 2020, donc vous voyez, c'est vraiment quelques mois après, alors qu'on n'avait renvoyé aucun migrant, puisque les frontières étaient fermées, c'est juste qu'il n'y en a plus qui pouvaient arriver, tout était fermé, et ben on a une annonce du gouvernement, pas toujours très claire à saisir, qui disait que comme les profs ne font pas grand-chose, etc., ça serait bien qu'ils viennent aider nos agriculteurs. Alors derrière cette annonce, on comprend bien qu'en fait, notre modèle de production alimentaire, qui est quand même stratégique pour un pays, était menacé parce qu'on n'avait plus d'étrangers qui arrivaient. C'est pour vous dire qu'en fait, on est vraiment dans ce paradoxe, c'est qu'on est dans une Europe qui n'a jamais été aussi dépendante d'une main-d'œuvre étrangère, et on multiplie, par peur de l'opinion publique et d'un manque de courage politique, donc les barrières, etc., etc. Et même les pays d'Europe de l'Est, qui semblent être plus hostiles à la migration. Moi, je vais régulièrement en Roumanie. La Roumanie a dû passer des accords avec les Philippines, le Bangladesh et je crois le Sri Lanka. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus assez de travailleurs en Roumanie, dans la restauration, dans la construction, etc., etc. Donc ça, c'est la situation actuelle qui, malheureusement, sans doute, n'est pas assez médiatisée, parce que du coup, on verra bien que dans ce contexte-là, les mineurs non accompagnés, et donc sans même parler des droits de l'homme et avec une certaine forme de, on va dire, cynisme ou réalisme économique, comme on veut, et ben, les mineurs non accompagnés sont plutôt une chance, enfin j'ai envie de dire une solution plutôt qu'un problème. Puisqu'on a des gens qui y arrivent jeunes, donc ils vont vite apprendre la langue. On a vu, alors tout ça a été dit plein de fois, qui sont orientés vers les filières dites en tension, mais n'empêche que, oui, il y a plein de boulangers qui, sans les mineurs non accompagnés, auraient fermé boutique, etc., etc. Donc, vu ce contexte, tout ce dont on a discuté, toutes les barrières qui ont été mises, paraissent complètement aberrantes, puisque, à part faire une politique nataliste, où je ne suis pas sûr qu'on y arrivera, et dans tous les cas, les effets se font sentir dans 20 ans, en fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est même pas une option, ouais. Donc ça, je pense, voilà, c'est le premier point. Alors après, pour s'intéresser un peu à cette catégorisation MNA, alors comme ça a été souligné par Dominique Attias, elle est très problématique, parce qu'en catégorisant, on crée finalement une sorte de biais cognitif, je pourrais dire, qui est qu'on accepte une discrimination de fait. Ça a été rappelé par Christophe Dadouche, par la plupart des intervenants, c'est-à-dire que normalement, on ne devrait pas distinguer des mineurs, enfin voilà, Madame Oisan aussi l'a rappelé, des mineurs ou des enfants justement qui soient non accompagnés ou pas, qui soient étrangers ou pas. Donc ça, c'est la Convention des droits de l'enfant. Sauf que dans les faits, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'établissements qui sont que pour les mineurs non accompagnés. Comme par hasard, quand on regarde le prix de journée, on a des conseils départementaux, donc des aides sociales à l'enfance, qui passent des appels d'offres où on a des prix de journée entre 40 et 50 euros, pour vous donner juste un ordre d'idée sur des MEGS, enfin des foyers classiques, si vous voulez, de la protection de l'enfance. On est aux alentours de 150-180 euros. Donc bien sûr, avec ces prix-là, on ne peut pas faire des miracles. Donc ces mêmes départements, pour des questions financières ou politiques, mais en général c'est plutôt même que financier, voilà, c'est même de l'infrapolitique, j'ai envie de dire,
vont mettre en place des filtres à l'entrée, donc ça on en a énormément parlé, qui sont donc toute la question autour de la détermination de l'âge. Mais en fait, on voit que finalement, on considère ces mineurs non accompagnés un petit peu comme des demandeurs d'asile, où on va conditionnaliser, enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, mais c'est pas grave, on va, si vous voulez, l'entrée dans la protection de l'enfance. Comme on le fait avec des demandeurs d'asile. D'où, du coup, des discours stéréotypés, si vous voulez, un doute qui subsiste. Est-ce qu'ils nous mentent? Est-ce qu'ils ne nous mentent pas? Est-ce qu'ils nous racontent vraiment? Parce que les mineurs comprennent que s'ils ne tiennent pas le bon discours, eh ben, ils n'ont pas droit à cette protection de l'enfance. Donc, à partir du moment où on crée une conditionnalité qui n'existe pas, effectivement, dans les conventions internationales, eh bien, du coup, ça crée un effet de suspicion parmi ces mineurs. Donc, on a un filtre à l'entrée et aussi un filtre à la sortie, ça vous en avez parlé, hein, c'est-à-dire que même s'ils se plient à tous les critères, c'est pas sûr qu'ils obtiennent un titre de séjour à la fin, ce qui est quand même très, très problématique. Et surtout, en fait, on passe à côté d'énormément d'enfants qui correspondent pas du tout à cette espèce de catégorisation MNA. On a effectivement des enfants dans des bidonvilles. Certains sont avec leur famille, certains ne sont pas avec leur famille, certains sont avec leur belle famille, certains c'est avec la famille élargie, avec des concepts toujours très très flous, et on va plaquer des représentations culturelles pour dire bah, c'est pas si grave et tout. Donc ceux-là, on les oublie, ils ne sont pas pris en charge. On a, par exemple, si on se promène ici dans Paris, si on va à la Tour Eiffel, donc pour parler de mineurs très très visibles, on a des jeunes Sénégalais qui vendent des Tours Eiffel, ça fait des années que ça dure. Parmi eux, il y a des mineurs, il n'y en a aucun qui est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas demandeurs de protection, c'est une prise en charge communautaire et tout, donc ça dérange personne. Pour la question des jeunes filles, c'est-à-dire que quand on regarde les entrées qu'on a en Italie, si on prend juste ça, sur les jeunes filles mineures qui sont détectées en Italie, à l'arrivée des bateaux, et le nombre de jeunes filles qui sont prises en charge à l'aide sociale à l'enfance en France, sachant qu'une partie arrive en France, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout les mêmes pourcentages. C'est-à-dire que sur les jeunes filles ivoiriennes, on va avoir sur les mineurs non accompagnés ivoiriens 30% qui sont des jeunes filles. C'est pas du tout ce qu'on retrouve dans les chiffres de l'aide sociale à l'enfance. C'était la même chose pour les Nigérianes il y a quelques années, etc., etc. Donc, en fait, c'est une catégorie qui disparaît parce que non demandeuse, parfois exploitée sexuellement, domestiquement, etc., etc. Et donc, alors pour pas juste continuer à faire un constat, parce que vous l'avez fait largement mieux que moi, on voit qu'on peut pas, on est obligé de sortir de cette catégorisation et on est obligé en fait finalement d'avoir une approche par problématique éducative, sociale, médicale, mais pas par cette catégorisation qui finalement n'est pas du tout opérante si on cherche vraiment à protéger ces mineurs. Donc, on aurait besoin de structures dédiées, alors par exemple sur la traite des êtres humains, donc bon, moi ça fait longtemps que je milite là-dessus, donc on a eu un petit, voilà, un centre expérimental donc, qui a ouvert il y a 1 an et demi, qui accueille 6 mineurs victimes de traite des êtres humains, et quand on ouvre à la traite des êtres humains, ben, on n'a pas que des MNA, on n'a pas que des, je sais pas quoi, des Roumains, ou je ne sais pas quels sont les... Mais en fait, on s'aperçoit, alors j'en parle d'autant plus facilement, parce que du coup, je suis président de cette association, qu'en fait, on a une majorité de jeunes filles françaises qui vont avoir des mêmes problématiques que des jeunes filles bosniennes ou des mineurs algériens qui ont des mêmes problématiques que des mineurs français par rapport à cette question de l'exploitation et de la traite des êtres humains. Par rapport à l'exploitation dans le stup, on voit que finalement, la question de la nationalité n'a pas beaucoup de sens. On pourrait ouvrir des structures médicalisées par rapport à la question du psychotrauma, par rapport à la question des addictions. Et tout ça, en fait, c'est complètement occulté par cette question MNA, si vous voulez, qui empêche de s'intéresser vraiment à qui sont ces mineurs. Et là, on verrait qu'en fait, les problématiques se croisent et touchent l'ensemble des enfants à protéger sur le territoire français, et pas juste une espèce de catégorie bizarre. Donc, alors, je ne vais pas être trop long parce que je sais qu'on est en fin de journée, mais du coup, je pense que c'est super important de revenir à la problématique qu'ont ces enfants et pas autre chose. Et du coup, je voulais revenir sur la question juste du financement. C'est-à-dire, si on regarde ce qui se passe en Allemagne et au Royaume-Uni, pour la prise en charge des mineurs non accompagnés, ça passe toujours par les services décentralisés. L'Under pour... voilà, pour l'Allemagne, au Royaume-Uni, bon, c'est au niveau un peu des régions et autres. En revanche, le financement, c'est l'État qui le fournit.
Et ça règle quand même énormément de questions. Pourquoi? Parce que on voit bien que la volonté de certains départements, c'est finalement d'avoir une enveloppe la plus faible possible par rapport à la question des mineurs non accompagnés. Et à partir du moment où c'est un financement, alors en Allemagne, vous voyez, c'est fédéral, eux, ils prennent la moyenne de ce que coûte un prix de journée, donc je sais pas, on va dire 160 €, et ils le versent aux Länder, peu importe, en fait, le nombre de mineurs non accompagnés qu'ils ont. Et comme on voit qu'en plus, pour l'État, il peut y avoir une vision stratégique économique, si on n'est pas sur la protection de l'enfance, au moins celle-ci, j'ai envie de dire, finalement, c'est pas au département d'assumer ce rôle, de se dire, bah tiens, il faut quand même faire gaffe, parce que voilà, on va avoir besoin quand même d'une main-d'œuvre et autres. Et donc, du coup, ça paraîtrait quand même plus simple, et c'est ce qui est le cas dans ces deux pays, qu'en fait, ce soit l'État qui finance, tout en laissant au département, c'est-à-dire à l'aide sociale à l'enfance, donc la charge de ces mineurs. Donc voilà, bon, ça c'est voilà, une petite proposition inspirée de ce qu'on voit ailleurs, parce que on a l'impression que le nœud du problème est vraiment là. C'est-à-dire que comme on veut baisser les financements, on n'y arrivera jamais, puisqu'il y aura toujours des départements, il y aura un peu une course à l'échalote qui va se mettre en place, avec toutes les conséquences qu'on a décrites pendant toute la journée, quoi. Et pour terminer là-dessus, cette histoire du financement, donc ça a été dit, on est toujours très imprégné par la question de l'appel d'air. Et finalement, on a toujours l'impression que moins les conditions sont favorables, donc ça, Christophe Dadouche l'a dit de façon très très explicite, plus ces mineurs vont partir. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a de plus en plus une partie de ces mineurs, mais malheureusement ça augmente, qui du coup se font absorber par différents types de réseaux ou différentes formes d'exploitation. Alors on peut parler vraiment de réseaux criminels, donc sur, alors on en a un petit peu parlé sur ces jeunes qui prennent du Rivotril et tout, mais ça c'est vraiment des modes d'emprise, c'est-à-dire que le Rivotril, ça les désinhibe, et comme ça, ils servent à passer à l'action. Il ne faut pas être naïf, c'est des petites mains pour des réseaux, quoi. C'est pas quelqu'un qui arrive directement du Maroc, qui a 14 ans, qui va savoir comment receler un téléphone portable, savoir où cambrioler des villas dans le 78, ça, bien sûr qu'il y a des gens qui sont derrière. Donc, du coup, on alimente des petites mains pour des réseaux criminels. Ce dont on assiste maintenant, c'est que, alors voilà, pour faire une petite boutade, on a une forme de grand emplacement, si vous voulez, au niveau des stupes, c'est-à-dire que les mineurs non accompagnés servent de plus en plus à faire les choufs, les guetteurs, et donc remplacent, si vous voulez, les guetteurs autochtones. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on constate à Marseille depuis 2019. C'est la même chose, pas très loin d'ici, à la Courneuve, Aubervilliers, etc. Donc on voit vraiment que ces mineurs ont une utilité et donc sont pris en charge, mais pas forcément par qui on souhaiterait à la base. Par contre, là, ils sont bien pris en charge, hein, ils ne bougent plus, maintenant on ne les voit plus trop. Et on va avoir des systèmes que tout le monde connaît, hein, que ce soit Uber Eats pour les mineurs guinéens ou les jeunes majeurs justement qui n'ont pas pu se régulariser, ils sont condamnés à faire ça, avec en région parisienne des passages dans le crack, parce que alors qu'on avait des personnes diplômées qui avaient suivi un apprentissage et tout, donc on est sur un gâchis énorme. Et donc je pense que voilà, il ne faut pas tomber dans cette illusion que les conditions vont faire partir ces mineurs. C'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que les conditions finalement qu'on donne font que du coup, quelque part, ils se conforment aux clichés, et c'est là où c'est très pervers, que l'extrême droite ou le discours populiste et un discours de plus en plus mainstream, hein, va utiliser et va plaquer sur les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire délinquants, drogués, etc., etc. Donc le chantier reste important, mais bon, enfin voilà, c'était en tout cas un plaisir de vous écouter. Et puis voilà, espérons que petit à petit, chacun arrive à convaincre et avancer. Et voilà, c'était... Merci. Merci. Georges Chérignac, notre grand maître, va faire notre conclusion. Avant de lui céder la parole, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants qui sont aujourd'hui nous ont accompagnés, les membres de la loge d'études et de recherche des ateliers Nansen qui nous ont permis de mettre en place ce colloque, et puis vous, mesdames et messieurs, chers amis, des frères et des sœurs qui sont là pour nous accompagner. Merci à vous. Bien, merci. Bonsoir à tous. D'abord, je suis désolé d'être venu très en retard, mais j'avais des obligations qui étaient absolument importantes.
En plus, je tenais particulièrement à venir parce que on en parle depuis longtemps de ce projet de cette journée, et je suis vraiment très heureux qu'elle ait pu avoir lieu. À l'initiative donc des ateliers Nansen, cette loge d'études et de recherche qui se consacre à ce sujet particulièrement difficile, ça a été rappelé, compliqué, parce qu'il met en opposition finalement une idée très généreuse qui est l'accueil, et puis un ressenti, une perception des populations de tout temps qui est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Et donc on voit bien que dans une telle réflexion qui est particulièrement difficile à appréhender, je crois que la franc-maçonnerie, le Grand Orient de France, se doit de participer à cette réflexion et à faire avancer les idées. Parce que nous considérons comme un point d'ancrage, on va dire, des idées républicaines, un point d'ancrage, bien sûr, de liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais aussi solidarité. Et finalement, cette problématique, elle est l'opposition entre une vision fondamentale de ce qu'est une société. Une société, c'est soit une société de séparation, une société d'égoïsme, la fameuse la guerre de tous contre tous de Hobbes, hein, ou alors au contraire une société de solidarité. Et nous, profondément dans l'idée maçonnique, il y a cette notion de solidarité. Nous sommes nés nous avons récupéré les traditions des bâtisseurs qui se fondaient en fait, entre autres, bien sûr sur un rituel, sur une transmission du savoir, mais aussi sur cette notion essentielle de solidarité. Et solidarité, bien sûr, interne, évidemment, puisque c'est ça, les corporations de bâtisseurs, c'est une solidarité interne, mais solidarité externe, avec toute la communauté humaine, évidemment, et même au-delà, pour ma part, j'en suis convaincu. Et donc, dans ces grands principes qui, je crois, doivent être inlassablement rappelés et inlassablement défendus, les grands principes des Lumières, finalement, de la philosophie des Lumières, qui, ne l'oublions pas, met au cœur de sa philosophie l'universalisme, mais aussi au cœur de sa philosophie le cosmopolitisme, hein, c'est-à-dire que cette idée qui est tout à fait parfois décriée aujourd'hui de l'accueil de l'autre, de l'attention à l'autre. Chaque être humain a du sens pour un autre être humain. Donc dans cette idée de philosophie essentielle que nous défendons tous, ici bien sûr, je crois que c'est une idée encore neuve, et je n'ai pas le pessimisme qu'on peut ressentir parfois face aux réactions, et moi je comprends parfaitement les réactions passionnées de certains qui s'expliquent par... On a parfois envie de baisser les bras, mais je crois à l'inverse, nous croyons, nous, en l'homme, hein, l'homme avec un grand H, bien sûr, l'homme et la femme, hein, ça a été bien démontré avec les intervenantes. Je crois, au contraire, qu'il y a en nous une solidarité presque ontologique. Et à partir de là, bien sûr qu'il faut un peu de temps, mais à travers les travaux que vous faites, à travers les travaux que nous faisons, nous aussi, à notre modeste mesure, mais aussi quand même la prise en compte par l'État, probablement de plus en plus de certains sujets, au-delà des aléas politiques immédiats, où bien sûr la démagogie et le populisme, parfois malheureusement, sont les aléas de la démocratie, hein, et on voit bien que l'électoralisme parfois fait prendre des décisions malheureuses, même je dirais, qui vont à contre-courant de ce qu'ils veulent, mettre en place. Mais je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire de l'humanité. Je crois que si on compare nos sociétés avec celles d'il y a quelques siècles, même s'il y a des reflux, bien sûr, hein, je crois que nous avançons quand même, et même si parfois les choses peuvent paraître décourageantes, je pense que dans l'ensemble, nous avançons dans le bon sens. Et surtout, je pense qu'enfin, cette problématique va devenir une problématique absolument essentielle pour nos sociétés. C'est-à-dire que ces problèmes migratoires, entre guillemets, au-delà des mineurs, qui était la problématique d'aujourd'hui, les mineurs non accompagnés, cette problématique migratoire, avec
l'évolution de notre globe terrestre, l'évolution de la question environnementale, bien sûr, mais aussi de la communication, du numérique. Évidemment que le monde, ça a déjà été dit, cette expression a été souvent employée, va devenir un village global. Et donc, à partir de là, cette problématique d'émigration, des mineurs non accompagnés, mais au-delà de tous ceux qui émigrent, qui sont souvent d'ailleurs beaucoup plus dans des émigrations internes d'ailleurs, mais cette problématique va être obligatoirement prise en compte par les sociétés. Et moi, je crois que les sociétés vont les prendre en compte de manière positive. Vous l'avez parfaitement expliqué, ça peut être été dit précédemment, mais aujourd'hui, les personnes étrangères, on a parlé de main-d'œuvre étrangère, les personnes étrangères qui viennent sur nos territoires sont indispensables, et on s'en est rendu compte dans diverses situations, sont indispensables à la bonne marche de la société. Je crois qu'en faisant œuvre de pédagogie, en expliquant inlassablement qu'elles font partie intégrante aujourd'hui de nos sociétés et que, au-delà de ça, la solidarité est un projet de société qui s'oppose à l'égoïsme, je pense que nous parviendrons évidemment à gagner ce combat tout à fait essentiel de l'organisation de nos sociétés, c'est-à-dire mettre en place, certes par la pédagogie, mais beaucoup plus par la force des convictions et aussi par le militantisme, et bien sûr par l'action des associations, l'action aussi politique, l'action de l'État, mais aussi l'action spéculative, comme on dit en franc-maçonnerie, c'est-à-dire l'action intellectuelle, la réflexion, ce que font les ateliers Nansen chez nous. Je crois que nous y parviendrons. En tout cas, moi personnellement, j'en suis profondément convaincu, et je suis d'autant plus convaincu de l'importance aujourd'hui de la franc-maçonnerie et du Grand Orient de France dans sa participation très humble, mais résolue et déterminée à ce combat qui est tout à fait majeur et essentiel, je crois, pour nos sociétés. Merci.